À votre avis, c'est quoi la saga la plus longue du monde? Star Wars, Marvel, James Bond? Eh bien non. Oui, c'est Godzilla. Aujourd'hui, les gens le connaissent surtout pour le reboot américain avec King Kong qui l'accompagne, mais peu de gens ont vu les Godzilla japonais, les originaux. Et je trouve ça dommage, mais compréhensible aussi, vu tellement c'est galère de se les procurer en Europe. Alors que pourtant, au Japon, c'est un monument. Une saga qui a touché plusieurs générations, en tout 38 films et bientôt 39. Il y a une statue de Godzilla à Tokyo, une étoile à Hollywood. Le gars est officiellement citoyen japonais et ambassadeur du tourisme à Shinjuku. Mais comment un film a pu engendrer tout ça? On parle juste d'un dinosaure, non? Eh bien Godzilla, c'est bien plus que ça, c'est un symbole, mais c'est vrai qu'à la base, on part de loin. Alors laissez-moi vous faire découvrir l'histoire derrière le roi des monstres. On va notamment parler de chronologie, mais également des différents messages que la saga essaye de faire passer. Alors je vais pas faire une analyse critique approfondie de chaque film, mais je vais plutôt vous faire découvrir en gros ce qu'est Godzilla et comment a-t-il évolué avec le temps. Tout commence en 54 avec un certain Tomoyuki Tanaka, un producteur de la Toho. Si vous vous intéressez au cinéma japonais, vous avez sûrement déjà vu ce logo. Ben c'est la Toho. Ce studio était déjà à l'époque l'un des plus importants au Japon. Mais notre Tanaka est un petit peu contrarié, parce qu'à l'origine il avait comme projet de produire un drame de guerre, qui a finalement été annulé pour des raisons politiques. Parce que oui, la guerre s'est terminée il y a pas longtemps, et c'est encore un sujet sensible, surtout au Japon. Sauf que ben, le 3 novembre 54, il doit livrer un film. Donc il doit trouver une idée, et vite. Mais ça peut être quoi cette idée? Eh bien il se dit un truc du genre, allons voir les concurrents. Et il y a pas longtemps, il y a un film américain qui a eu beaucoup de succès. King Kong, l'histoire d'un singe géant qui vivait sur une île et qui va se retrouver en plein milieu de New York. Et c'est précisément cette partie-là du film qui va inspirer Tanaka, un monstre géant qui attaque une ville. C'est du vol et du plagiat. Bon, il y a quand même d'autres inspirations comme la science-fiction, mais Godzilla s'inspire aussi beaucoup de l'affaire du Loki Dragon numéro 5. La vraie histoire d'un bateau japonais en 54 qui s'approchait un petit peu trop de l'atoll de Bikini, là où les Américains, lors du test Bravo, ont testé la bombe H. Mais les autorités américaines avaient malheureusement sous-estimé la puissance de la bombe. Tout l'équipage fut irradié et cet événement a profondément touché le Japon. C'est pour ça que l'intro du film met en scène un bateau qui se fait irradier par Godzilla. Car oui, Godzilla est un monstre atomique vu qu'il a muté et est devenu ce qu'il est devenu à cause des essais nucléaires américains. Mais surtout, il va représenter le traumatisme que le Japon a vécu en 45. Pour rappel, durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont lâché 2 bombes A sur le Japon, ce qui a rasé 2 villes de la carte, Hiroshima et Nagasaki. Le drame le plus dévastateur dont Godzilla s'inspire. Et Godzilla sera également une punition pour l'humanité qui a voulu jouer avec des forces qui le dépassent. L'idée de Tanaka était donc prête, mais maintenant, faut des gens pour faire ce film. Akira Ifukube sera à la musique, qui deviendra culte, et Jun Tsuburaya aux effets spéciaux, et la réalisation sera confiée à Ishiro Honda. Et c'est lui qui a permis à Godzilla de ne pas être un simple film de monstre parmi tant d'autres. Honda était soldat, il a vu les conséquences de la guerre, il s'est donc inspiré de son vécu pour le film. C'est pour ça que les scènes de destruction sont filmées de façon très réaliste. C'est pas un film d'aventure à la King Kong ou Le Monde Perdu, c'est un drame. On a par exemple des scènes inspirées de documentaires de guerre, où on voit des morts, des blessés avec un silence lourd sans musique héroïque. Et il a aussi voulu accentuer encore plus la métaphore de la bombe A. D'ailleurs à la base il aurait dû avoir une tête en forme de champignon atomique pour être encore plus explicite, mais ils ont abandonné l'idée. Par contre ils vont lui donner un souffle atomique qui va devenir iconique. Mais bon, vu qu'on parle de ça, c'est quoi le design de Godzilla? Alors c'est une fusion entre une baleine, un gorille et un dinosaure. Moi perso je vois pas le gorille, peut-être la baleine parce qu'il va sous l'eau, mais... Sauf que pour lui donner vie, ils ne vont pas utiliser de stop motion comme pour King Kong, mais ils vont faire de la suite motion. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'artistes au Japon capables de faire de la stop motion, et aussi ils n'avaient pas non plus un budget énorme. L'idée de la suite motion sera donc de mettre un acteur dans le costume du monstre. Et celui qui fera ça se nomme Auro Nakajima. Et dans le costume, c'était horrible, il s'est évanoui plusieurs fois à cause de la chaleur, mais il a quand même joué Godzilla au moins 12 fois durant sa carrière. Mais bon... il donne quoi ce film? Eh bien il s'ouvre sur une série d'événements inquiétants en mer, des bateaux de pêche japonais sont détruits sans explication, laissant derrière eux des survivants traumatisés et des équipages irradiés. Le gouvernement enquête sur tout ça, et c'est alors que dans un petit village, Gojira apparaît. Alors oui, vous allez me dire, c'est qui ce Gojira? Eh bien c'est le nom japonais de Godzilla, qui lui est le nom utilisé pour le marché américain. C'était pour des raisons de prononciation, et puis mettre God dans le nom ça donnait un côté divin à la créature. Mais bon, Gojira s'approche dangereusement de Tokyo.
L'armée essaye de l'empêcher d'atteindre la capitale, en vain. Gojira détruit tout ce qui lui passe devant et laisse Tokyo en ruine. Le gouvernement va donc jouer sa dernière carte, le docteur Serizawa. Car cet homme a créé quelque chose qui les intéresse. Le destructeur d'oxygène, capable d'éliminer l'air qui est dans l'eau et tuant donc les êtres vivants autour de lui. Serizawa refuse de révéler son invention, car il a peur qu'elle devienne une arme de destruction massive. Mais face à la destruction causée par Gojira, il accepte d'utiliser son arme une seule fois. L'armée attaque Gojira en mer, Serizawa plonge avec son invention, déclenche l'arme et se sacrifie volontairement, détruisant toute trace du destructeur d'oxygène. Serizawa incarne en réalité la morale du scientifique face aux armes de destruction massive, et représente la génération de scientifiques marquée par l'invention de la bombe A et la peur d'être responsable d'un autre désastre. Et son sacrifice est un acte éthique. Lorsque le film sort au Japon le 3 novembre 54, c'est un immense carton, et amène en salle environ 9 millions de spectateurs. Il marche tellement qu'il va être distribué aux États-Unis, mais il va être remonté. Les allusions à la bombe atomique sont atténuées, un personnage américain est rajouté et le film est renommé Godzilla King of the Monsters. Mais bon, quand un film marche, on fait quoi? Ben des suites, voire des copies. Et Lato va pas se gêner. On va avoir des films comme Rodan, Mothra, Baragon vs Frankenstein. Et puis il y a aussi les concurrents avec la Toei qui va faire Gamera, des films qui vont être surnommés Kaiju Ega, ce qui veut dire film de monstres. Et pour les suites à Godzilla, un an plus tard on va avoir Godzilla vs Anguirus, et puis un peu plus tard, King Kong vs Godzilla. Un partenariat entre le Japon et les États-Unis afin de réunir ces deux grandes icônes. Bon alors ces films sont pas vraiment aussi intéressants que l'original, on est plus dans du divertissement un peu naïf. Et c'est plutôt dans cette direction que la saga va commencer à se tourner. Vu qu'il va continuer à y avoir des suites, sauf que ça va tomber de plus en plus dans le nanar. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Je mets toujours cette scène à chaque fois que je parle de cette période de Godzilla, désolé. Mais bon, en même temps, elle est tellement parlante. Bref, petit à petit, ça commence à devenir n'importe quoi. Et c'est ce qu'on appelle l'ère Showa de Godzilla, en référence au nom du règne de l'empereur qui était au pouvoir à ce moment-là. Elle commence en 54 avec le premier film et se termine en 75 avec Terror of Mechagodzilla. En tout, il y a 15 films. Et je vais pas m'attarder sur chacun d'entre eux. Car à partir de là, les Godzilla vont commencer à raconter des histoires moins intéressantes. Et les décisions prises pour la saga vont plus être motivées par l'argent. Par exemple, pourquoi Godzilla a un enfant dans Son of Godzilla? Ben c'est pour attirer les enfants. Ce qui matche pas du tout avec ce que voulait raconter la saga à la base. Mais bon, ça permet d'attirer un nouveau public qui sera beaucoup plus favorable à acheter des produits dérivés par exemple. Bon après, pas sûr que les enfants aiment ce truc. Mais ça veut pas non plus dire que tout est acheté. Déjà, l'ère Showa a un côté un peu avant-gardiste, c'est son côté univers connecté au premier abord. Mais bon, c'est pas non plus le MCU, parce qu'il y a bien des films comme Rodan, Mothra ou King Kong, qui sont à la base des films complètement différents, qui vont côtoyer Godzilla dans des crossovers, mais aussi dans des rassemblements comme Ghidorah le monstre à 3 têtes, où Godzilla, Mothra et Rodan se battent contre un certain King Ghidorah qui va devenir important plus tard. Et puis Mothra, par exemple, va venir régulièrement côtoyer Godzilla dans des films. Mais contrairement à ce qu'on pourrait attendre de Marvel, donc plusieurs films qui amènent à une conclusion à la Avengers Endgame, là, y a pas de plan. Chaque film a une histoire différente et prend rarement en compte les films précédents, il y a juste les monstres qui sont liés. Mais bon, oui, petit à petit, les Godzilla commencent à devenir de plus en plus enfantins, voire ridicules. Mais bon, personnellement, à part quand c'est vraiment mal fait, ça me dérange pas tant que ça, parce que ces films, sur certains aspects, me rappellent beaucoup la SF des années 60 et 70, que j'aime beaucoup, comme La Planète Interdite ou Barbarella par exemple, et je trouve que cette période de Godzilla en fait partie, surtout les films où on voit des extraterrestres, parce qu'ils se permettent des choses qui ne sont pas forcément réalistes, mais qui développent un imaginaire très original. Sauf que bon, on est clairement plus du tout sur le drame, la tragédie et les commentaires dénonciateurs du premier. Mais il y a quand même des films qui vont réussir par moments à renouer avec ça. Comme Godzilla vs Mothra, vu qu'on va de nouveau avoir une dénonciation de la folie humaine. Ici le film propose une lecture écologique, mais aussi avec un côté plus fantastique. Parce que oui, ce film est beaucoup moins SF, on rentre vraiment dans la magie, notamment avec les Shobijin. Des espèces de petites fées qui sont un peu les prêtresses de Mothra. Et donc Mothra est la déesse du peuple des Shobijin, vivant sur l'île des enfants en harmonie avec la nature. Sauf qu'une entreprise vont découvrir un œuf de Mothra et vont essayer de l'exploiter. Et encore une fois, Godzilla ainsi que cette fois-ci Mothra vont servir de punition. Cette fois-ci pour la cupidité de l'humanité et son non-respect de la nature ainsi que du sacré. Tant qu'à Godzilla, la métaphore du nucléaire est moins présente, mais il reste quand même une force destructrice, il va pas commencer à danser quoi. Mais bon, au bout d'un moment, les gens vont quand même être un petit peu lassés, surtout après Destroy All
Monster qui était un peu l'apogée où on voyait tous les kaiju de la Toho, qui est quand même le 9ème Godzilla, plus encore toutes les copies à côté. Ouais, les gens en ont marre des gros monstres. Il y a bien Godzilla vs Hedorah qui a essayé de revenir à une formule plus dénonciatrice comme avant, mais d'un point de vue économique, c'est pas un grand succès. Par contre, artistiquement, il est plus intéressant, vu que déjà, je pense que c'est le Godzilla le plus expérimental. On peut avoir des montages psychédéliques, des séquences animées, ça fait très années 70. Et le monstre qui combat Godzilla, donc Hedorah, est une métaphore de la pollution, vu qu'il a été créé à cause de ça. Et le film montre des morts réelles dues à ses attaques, on peut voir des cadavres. Donc lui aussi, d'une certaine manière, est un film qui renoue avec l'original, en montrant les conséquences d'une dérive de l'espèce humaine et où le monstre est une punition. En plus, à cette époque, le Japon connaît une industrialisation massive, ce qui cause de la pollution de l'air, de l'eau et des maladies comme la maladie de Minamata, qui a été assez destructrice pour le Japon, donc le film était aussi d'actualité et parlait de problématiques réelles que subissait le Japon. Mais bon, économiquement ça va plus, et Godzilla ainsi que les autres kaiju Ega tombent dans l'oubli. Et l'ère Showa se terminera par Terror of Mechagodzilla, le deuxième film où on voit Mechagodzilla, mais qui donnait pas de conclusion à la saga, c'était une aventure parmi tant d'autres que Godzilla vivait. Ouais, pour l'instant la saga Godzilla, elle fait pas trop rêver, sauf que c'est pas fini. Car dans les années 80, une idée émerge chez la Toho. Le public des premiers films a grandi. Et si on surfait sur la nostalgie? En plus, les techniques d'effets spéciaux ont beaucoup évolué et on est dans un autre contexte, la guerre froide. Donc, pourquoi pas refaire une version de Godzilla beaucoup plus moderne et actuelle? La Toho lance donc la production du retour de Godzilla. Le but, retrouver le côté sérieux de l'original pour plaire à un public plus adulte. Le film se déroule 30 ans après celui de 54 et toutes les autres suites n'existent pas dans cette continuité. Le film s'ouvre sur un bateau de pêche japonais qui a été détruit en mer et l'un des survivants dit avoir vu Godzilla. Il est donc de retour pour détruire le Japon. Pour l'arrêter, les États-Unis proposent d'utiliser l'arme nucléaire, l'URSS menace également d'intervenir, mais le Japon refuse catégoriquement toute frappe nucléaire sur son sol. Et le pari est réussi, Godzilla est de nouveau une métaphore de la bombe A et une punition qui provoque des drames, tout en réactualisant la saga avec des effets spéciaux plus poussés et un contexte de guerre froide avec l'URSS et les USA. Il y a peut-être juste quelques longueurs avec des péripéties superflues et le film est toujours pas aussi froid et réaliste que le premier. Ça fait plus film de SF que film de guerre, mais c'est bien aussi. Sauf que bon, le film a bien marché, donc pourquoi pas continuer? Et c'est là que commence l'ère Heisei de Godzilla, toujours en référence au nom du règne de l'empereur à cette époque. En tout, il y a eu 7 films. De 85 à 95. Et donc la Toho va sortir Godzilla vs Violente. Le monstre que Godzilla affronte cette fois-ci est désormais un être génétiquement modifié. Alors c'est à la base une fleur géante qui va ensuite se transformer en monstre plante destructeur. Il a été créé par le docteur Shiragami, mais sa créature va vite lui échapper. Cette fois-ci, la créature représente donc la manipulation génétique et punit l'homme pour s'être pris pour Dieu et avoir cru qu'il pouvait contrôler la nature. Et on renoue avec la thématique de l'éthique scientifique du premier film. Puis ensuite on a eu Godzilla vs Mothra, mais celui qui est vraiment intéressant, c'est Godzilla vs King Ghidorah, qui est sans doute le film le plus politique de l'ère Heisei. Alors, à sa sortie, le Japon est en pleine explosion économique. Et dans les médias occidentaux, un discours revient souvent, le Japon va dominer le monde. Et le film transforme directement cette peur en récit de science-fiction. On y voit des hommes du futur. Oui, il y a des histoires de voyage dans le temps dans Godzilla, qui expliquent que à cause d'attaques répétées de Godzilla, le Japon s'est développé industriellement, économiquement et technologiquement. Leur objectif est donc simple, empêcher cette montée en puissance en remontant dans le temps afin de faire disparaître Godzilla. Le parallèle avec la réalité est donc évident, les hommes venant du futur représentent les occidentaux. Sauf que le film montre que vouloir effacer le passé ne fait qu'aggraver le présent. En voulant supprimer Godzilla, ils ont provoqué quelque chose d'encore pire, King Ghidorah. Bon, après là je résume très grossièrement, mais il y a beaucoup de retournements de situation dans le film. Par exemple au début on pense que les futuriens sont gentils. Mais après ce film on va avoir Godzilla vs Mechagodzilla 2, où on a Godzilla Junior, le fils de Godzilla. Ce qui permet d'humaniser Godzilla, et les humains vont commencer à hésiter de vouloir le tuer à cause de ça. Puis on a Mechagodzilla, qui traduit une tentative humaine de copier et dominer la nature. Car ici on oppose Godzilla, un être vivant biologique capable d'aimer, à Mechagodzilla, une machine sans âme, froide, qui essaye de le copier, afin de dénoncer cette envie de l'homme de vouloir contrôler le vivant pour au final perdre ce qui en faisait quelque chose de précieux. Et oui, cette ère commence à faire de Godzilla plus un personnage avec des émotions qu'une force de la nature destructrice. Ce qui est pas mauvais, c'est juste différent.
Non, et vous allez voir après que ça apporte quelque chose. Parce qu'après on va avoir Godzilla vs Space Godzilla, mais celui qui est vraiment intéressant, c'est Godzilla vs Destroya. La conclusion parfaite de cette ère. Ici, Godzilla combat un certain Destroya, qui est né du destructeur d'oxygène du premier film. Cette suite montre donc quelque chose de très fort. La première solution humaine à Godzilla a créé quelque chose d'encore pire. On ne résout pas les conséquences d'une arme avec une arme encore plus puissante. Là où Godzilla était une conséquence du nucléaire, Destroya est une conséquence d'une tentative de correction. C'est une incarnation littérale de la phrase « une arme ne résout jamais un problème, elle en crée d'autres ». Mais ce Destroya va tuer Godzilla Jr. et provoquer la mort de Godzilla. Et c'est vraiment montré comme un deuil, vu que Godzilla a été humanisé, on le pleure. Et on n'est plus sur le monstre qui terrorise le Japon, mais sur la représentation de la nature qui meurt à cause des créations humaines. Mais bon, révélation, une fois Destroya vaincu, Godzilla Jr. ressuscite. Ce qui est montré avec ce plan qui restera iconique. Mais c'est pas vraiment une résurrection rassurante, c'est plus un avertissement. Tant que l'humanité continuera à jouer avec des forces qu'elle ne maîtrise pas, Godzilla existera toujours sous une forme ou une autre. Bref, l'ère Heisei est plus courte que l'ère Showa, mais elle est clairement plus qualitative. Et puis bon, j'ai pas tout détaillé, mais là on a de vraies suites qui se suivent. C'est pas juste un nouveau méchant et voilà, nouveau film. Ici on a une vraie histoire avec une direction et une conclusion, et putain quelle conclusion. Mais aussi tout le long elle a gardé un ton globalement assez cohérent. Après bon, il y a Godzilla vs Mothra et Godzilla vs Space Godzilla que j'ai skippé parce que je les trouve moins intéressants. Mais bon, après cette fin parfaite, on fait quoi? On refait un reboot? Non, ça serait trop. Et pourquoi pas une nouvelle version de la créature? Et pour faire quelque chose d'encore plus grand, pourquoi pas avec les Américains? C'est pas la première fois que la saga fait un partenariat avec un studio américain. Et puis, il y avait déjà eu une tentative de faire un remake de l'original à l'américaine en 83, mais ça n'avait abouti à rien. C'est pour ça que la Toho va retenter le coup et vendre les droits de Godzilla à Sony et TriStar. Le réalisateur sera Roland Emmerich, surtout connu à cette époque pour Independence Day. Sauf qu'il va y avoir un problème. Emmerich déteste Godzilla. Pour lui, le film original est pas intéressant, voire ennuyant. Et il trouve le design du monstre pas réaliste, il décide donc de le changer. Et puis bon ben, le film sort, et il est extrêmement mal reçu par les fans. Car il trahit déjà le design, mais surtout les thèmes et le symbole de Godzilla. C'est presque devenu un film qui glorifie l'armée américaine. Je pense que vous avez compris ce qui va pas. Et ça, c'est pas Godzilla, c'est juste un gros dinosaure, il a même pas de souffle atomique. Il est tellement mal aimé qu'au Japon, les gens appellent cette créature juste Zilla. Bon, le film a quand même bien marché au box-office, mais c'est pas non plus un raz-de-marée. Après, il y a des trucs qu'on peut pas enlever au film, comme les effets spéciaux qui sont très bons pour l'époque, et certaines scènes d'action qui sont encore spectaculaires aujourd'hui. Sauf que la Toho, ils font quoi maintenant? Faut bien redorer l'image du roi des monstres. C'est la troisième ère de Godzilla, et cette fois-ci, son nom n'est pas basé sur le règne d'un empereur. C'est juste parce que la majorité de ses films sortent durant les années 2000. Plus précisément de 99 à 2004. On a donc de nouveau un reboot qui efface tout ce qui s'est fait durant l'ère Heisei, sauf que là, la continuité est un petit peu bizarre. Parce qu'on a 6 films en tout, mais les seuls qui suivent, c'est Godzilla Against Mechagodzilla et Tokyo SOS. Tous les autres n'ont aucun lien entre eux, à part le fait qu'ils sont liés de près ou de loin avec le film de 54. Mais bon, comment commence cette ère? Eh bien, par Godzilla 2000. Le but est de réaffirmer l'identité japonaise de Godzilla après l'échec américain. Ici, on a deux camps, des scientifiques qui veulent étudier Godzilla, et l'armée qui veut juste le détruire en exploitant la technologie d'un vaisseau alien afin d'arriver à leur fin. Sauf que ça va tourner à la catastrophe, car ça va réveiller le vaisseau qui contient en fait la conscience des milléniens, un peuple alien à l'intérieur de lui, oui c'est un peu bizarre, qui va essayer de copier Godzilla en devenant un kaiju, qui a d'ailleurs un design assez oubliable. Mais on pourrait voir tout ça comme un commentaire méta. Quand les Américains ont voulu adapter Godzilla, ils l'ont copié, mais sans garder ce qui faisait vraiment son essence. Et en battant ce kaiju nommé Orga, qui pourrait représenter Zilla, Godzilla affirme qu'il ne peut pas être copié et modifié. Mais le message va plus loin que ça, car à travers la confrontation entre science et armée, le film montre que l'humanité ne devrait pas essayer de contrôler ou dominer des forces de la nature qu'il ne contrôle pas comme le fait l'armée, mais plutôt d'essayer de les comprendre et de coexister avec. Ce qui est aussi l'inverse que nous montre le Godzilla américain, où l'armée c'est les plus forts et c'est la force qui permet de vaincre la nature. Et ça marche, le public aime, le film est rentable, donc on a eu Godzilla vs Megaguirus. Mais celui d'après, je le trouve encore plus intéressant. C'est Godzilla Mothra and King Ghidorah Giant Monster All Out Attack. Ici, Godzilla représente, mais littéralement c'est dit comme ça dans le film, la rancœur des âmes mortes durant la Seconde Guerre mondiale. Il a d'ailleurs un design un petit peu plus flippant avec ses yeux blancs là. Mais le message parle de l'oubli de la guerre. Dans ce film, les jeunes générations ne connaissent rien de 45 et les adultes minimisent ou évitent le sujet. Et
Et Godzilla est la punition pour ça. Tant qu'à Mothra et Ghidorah, ce sont des protecteurs des anciens dieux et des gardiens de la mémoire. En fait, les thèmes de cette ère sont surtout centrés sur la mémoire et la responsabilité du passé. Vous allez voir. Parce qu'après on a eu Godzilla Against Mechagodzilla, où on a Kiryu, un Mechagodzilla construit à partir des ossements du Godzilla de 54. Donc les humains ont exhumé les restes du premier Godzilla, les ont étudiés, puis les ont intégrés à une machine de guerre moderne. Ils font vraiment la même erreur en boucle, ces humains. Surtout que Godzilla représente toujours la tragédie de la guerre. Donc leur technologie est basée sur une tragédie qu'ils ont préféré oublier pour construire autre chose. Une chose qui est une machine froide, déshumanisée et qui va servir notamment à faire la même chose qui avait causé la tragédie de base. Sauf que le Godzilla de 54 va reprendre conscience et les humains vont perdre le contrôle. Encore une fois, on a une punition pour avoir oublié le passé. Mais c'est pas fini, parce que comme dit précédemment, va y avoir une suite, Tokyo SOS. Et alors que Godzilla Against Mechagodzilla montrait une faute que les humains ont commis, Tokyo SOS montre la solution, et c'est Mothra, car ici elle représente la voix de la nature et de la mémoire. Et à la fin du film, l'humanité fait enfin un choix différent. Ils rendent les eaux à la mer, ils arrêtent avec Kiryu, bref, ils respectent la nature et le passé, et ils apprennent une morale. Le progrès n'a de sens que s'ils respectent ce qui l'a précédé. Mais bon, ça commence à être un petit peu la fin de cette ère millénium. Donc, il faut une conclusion, une vraie. Et on a eu Godzilla Final War. Et c'est juste du divertissement sans queue ni tête, avec tous les clichés des années 2000, en mode Matrix, ralenti, émo, tenue en cuir. C'est presque une parodie, et il y a tout le monde, tous les kaiju, même Minilla et Zilla qui se fait humilier. Et puis bon, à partir de ce moment-là, Godzilla va commencer à être un petit peu délaissé par la Toho. Jusqu'à, étonnamment, les Américains. En 2014, Warner Bros et Legendary sortent Godzilla, le premier film de leur nouveau cinématique universe, le Monsterverse. C'est Gareth Edwards qui réalise, celui qui a fait Rogue One ou The Creator, et le film cette fois-ci n'a pas trop déçu les fans. Le design est respecté, le film est sombre, les effets spéciaux sont clairement un niveau au-dessus, et le film montre la fragilité et l'impuissance des institutions humaines face à de telles catastrophes naturelles. Comme l'armée qui dans ce film veut tuer Godzilla avec une bombe atomique. Encore une fois, ils font la même erreur en boucle, et certains personnages, comme le Dr Serizawa, oui c'est une référence, s'opposent catégoriquement à cette idée et veulent plutôt laisser faire la nature. Car on nous dit dans le film que Godzilla est nécessaire pour l'équilibre naturel et qu'il est là pour tuer les mutos qui veulent le bousculer. Godzilla représente en fait l'impuissance de l'homme face à la nature qui ne doit pas essayer de la dominer car ça casserait l'équilibre et ce sera encore pire. Et la réalisation accentue ce côté force de la nature qui dépasse l'homme car la spécialité de Gareth Edwards c'est qu'il sait faire du gigantisme. Le film nous montre en fait assez rarement Godzilla en entier mais ça nous permet d'imaginer à quel point il est immense. Pour moi le meilleur exemple, c'est la scène où Godzilla sort de l'eau, ce qui crée un tsunami dévastateur. Il a même pas encore mis un pied sur le sol qu'il a déjà détruit la moitié de la ville. En fait, en montrant d'abord ce que cause la créature, ça permet au spectateur de comprendre implicitement à quel point elle est immense. Et vu que le film a bien marché, ils ont fait une suite, Godzilla King of the Monsters, où on a Mothra, Rodan et King Ghidorah. Ici, Godzilla est toujours là pour rétablir l'équilibre naturel, parce que les humains ont encore fait de la merde et ont réveillé King Ghidorah. Car dans ce film, on a deux idées qui s'opposent. On a les humains qui veulent sauver l'humanité et ceux qui veulent laisser faire la nature, même si ça consiste en tuer des humains. C'est pour ça qu'ils ont libéré King Ghidorah, pour détruire l'humanité. Parce que oui, la réflexion derrière, c'est vraiment les humains font n'importe quoi, donc ils doivent disparaître. Mais le message de fin du film, c'est pas que l'un ou l'autre doit disparaître, mais que l'homme et la nature doivent coexister. Et puis le film est encore plus spectaculaire que le premier. Et puis bon, après, ils ont fait une nouvelle version de King Kong, Kong Skull Island, ce qui leur ont permis de faire Godzilla vs Kong. Bon alors là, on n'est plus vraiment sur le spectaculaire des deux premiers films, on est juste sur de la baston de gros monstres avec rien derrière. Puis on a Godzilla vs Kong de New Empire, qui est presque un nanar. On se rapproche sur certains points de l'ère Showa, surtout avec le gant de Kong métallique là. Mais dans cet univers, on a aussi la série Monarch, et bientôt il y aura Godzilla vs Kong Supernova. Mais les Japonais ne sont pas non plus en reste, car en 2016, il y a eu Shin Godzilla. Cette fois-ci, le design du monstre est repensé pour être encore plus terrifiant. En plus de ça, il peut évoluer, et le souffle atomique de sa phase finale est vraiment destructeur. En fait, le film donne un côté presque divin à la créature. Il est suggéré immortel, et il est indifférent
indifférent à tout, il ne fait que détruire. L'incroyable musique du film accentue ce côté-là, on dirait des chants religieux. Tant qu'au fond, ici nous avons une satire de la bureaucratie et de la gestion des crises. Le film nous montre des réunions interminables, mais où personne n'est capable d'agir rapidement, d'autant plus que Godzilla s'adapte. Quand les humains pensent contrôler la situation, il devient encore plus dangereux. Et même lorsque Godzilla est neutralisé, le film nous montre des formes humanoïdes se développant sur la queue de Godzilla. Ce qu'on pourrait voir comme une représentation des morts causées par Godzilla, mais surtout par l'inaction du gouvernement. Et on pourrait interpréter tout ça comme une critique de la gestion de la crise autour de la centrale de Fukushima, où pour certains, le gouvernement n'avait pas pris en main la situation assez rapidement. Mais c'est pas peut-être que c'est ça, non, ça a été confirmé par le réalisateur Hideaki Anno, qui est d'ailleurs aussi l'homme derrière Evangelion. Mais bon, les Japonais se sont pas arrêtés là, vu qu'on a eu aussi des films d'animation, avec les planètes Godzilla, où Godzilla est tellement puissant qu'il a chassé les humains de la Terre qui ont dû se réfugier dans l'espace. Également des animés comme Godzilla Singular Point ou Chibi Godzilla, oui ça existe, et il y a Chibi Shin Godzilla dedans. Puis on a Godzilla Minus One, qui se déroule peu après la Seconde Guerre mondiale et qui reprend une structure proche du film de 54. Le Japon y est montré comme un pays traumatisé, mais il y a une approche beaucoup plus humaine dans ce film. Cette fois-ci, on suit des survivants de la guerre, des civils et des soldats qui ont tout perdu, et Godzilla incarne toujours ce traumatisme. Mais le film se distingue surtout à travers le personnage de Koichi, un ancien pilote de kamikaze. Contrairement à l'image héroïque imposée par l'armée japonaise à l'époque, Koichi a survécu, et cette survie est vécue comme une honte. Mais le film ne dit jamais qu'Ueshi aurait dû se sacrifier, au contraire. La fin nous laisse penser qu'il s'est sacrifié sur Godzilla avant de nous révéler qu'il s'était éjecté avant. Ce choix est fondamental car il constitue une critique claire de l'idéologie du sacrifice qui était dominante au Japon à cette époque. Le film affirme que le vrai courage n'est pas de mourir, mais de survivre. Et Koichi, comme les autres survivants, prouve que sa survie était en fait essentielle. Et c'est grâce à ceux qui sont restés en vie après la guerre que le Japon a pu se reconstruire. Et Godzilla représente également cette part sombre que le pays a dû affronter pour pouvoir avancer. Celui-là, je l'aime beaucoup perso, et j'ai très hâte de voir sa suite, Godzilla Minus Zero. Bref, Godzilla, c'est incroyable. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'avais déjà fait il y a longtemps une vidéo sur l'histoire de Godzilla, mais je trouvais qu'elle était pas assez bien et complète, donc j'ai voulu la refaire parce que Godzilla mérite bien ça. C'est une saga qui n'est pas forcément toujours qualitative, mais qui arrive assez souvent à mélanger divertissement et message fort. Car je pense que vous l'avez compris, mais pour moi les bons Godzilla, c'est ceux où ils représentent quelque chose, ce qui permet de dénoncer quelque chose de la vie réelle à travers du divertissement. Et ce que j'adore aussi avec cette saga, c'est qu'elle s'est toujours renouvelée et elle est très variée, que ce soit dans les thématiques ou dans le ton. Bon alors, j'ai pas analysé tous les films en profondeur, j'ai parlé uniquement du principal, vu qu'autrement la vidéo durait 1 heure et je suis pas fait le top. Et même, il y a certains films qui n'ont pas grand chose à analyser, donc c'était pas très pertinent de s'attarder dessus. Donc j'ai préféré me concentrer sur ce qui est vraiment important pour comprendre Godzilla. Mais si vous voulez que j'analyse plus en détail un des films de la saga, vous pouvez le mettre en commentaire et j'en ferai peut-être une vidéo dédiée. D'ailleurs, je t'ai vu celui qui veut que je fasse une vidéo sur Godzilla Singular Point. Promis, vu que maintenant j'ai de nouveau accès à Netflix, je vais finir la série et s'il y a beaucoup de demandes, j'en ferai une vidéo. Mais bon, pour conclure, je vous conseille vraiment de ne pas vous arrêter aux nouvelles versions de Godzilla et de vous intéresser à ce qu'elle a fait dans son passé, car c'est ça qui l'a forgée et qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai mis en description là où j'ai acheté mes DVD Godzilla si ça vous intéresse. Je vous conseille d'ailleurs l'édition de Citérion avec tout l'air Showa. Mais bon, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, mais vous pouvez aussi aller voir cette vidéo sur le film mal compris 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, et à la prochaine.